Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez grandi dans une région où l'on a les pieds bien sur terre, en rêvant de côtoyer des étoiles. Vous avez traversé bien des nuages pour entrer dans la danse. Vous le racontez dans un livre qui mérite justement d'être qualifié de brillant. Bonjour François Allu. Bonjour Jacques, merci de me recevoir. Alors vous publiez Le Prix de l'étoile chez Robert Laffont, qui est un livre important parce qu'il raconte votre parcours de danseur étoile et puis tout ce qui s'est passé, car vous avez été brièvement danseur étoile à l'Opéra de Paris. Donc on va en parler, mais le principe des clés d'une vie, c'est de raconter votre parcours à travers des dates clés. Donc bien sûr, je me suis servi de ce livre, mais j'ai trouvé des dates clés importantes pour vous. Une qui ne vous concerne pas directement, mais qui est importante dans votre vie. Le 14 mars 1981, une première à l'Opéra. C'est dans ma vie, ça devait être écrit avant que je sois né, mais je suis né pour vivre de la danse. Patrick Dupont, ce soir-là, crée Don Quichotte à l'Opéra de Paris pour la première fois à la salle Garnier. C'est la première fois qu'il a joué Don Quichotte à l'Opéra. Waouh, génial. J'ai tout de suite reconnu sa voix, en tout cas, qui est toujours aussi pleine d'émotions. Ouais. Et c'est vrai qu'il avait cet opéra, Don Quichotte, a été créé pour la première fois au théâtre Bolchoï, je ne sais pas si vous le savez, le 14 décembre 1869. D'accord, okay. Il a été repris plusieurs fois depuis. Et Patrick Dupont, quand il se retrouve à l'opéra, il vient d'être nommé danseur étoile et il a une puissance extraordinaire que vous remarquez immédiatement. Oui, j'ai un coup de cœur immédiat, effectivement, parce que pour moi, ça s'apparente pas à de la danse. Moi, la danse, en fait, initialement, je n'aime pas ça. Enfin, ma mère est prof de danse. J'entends la musique classique en bas et elle me dit « Allez, viens essayer ». Je dis « Non, 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 non ». J'ai essayé un cours, j'ai vite raccroché les chaussons et un jour, ma grand-mère me montre cette vidéo de Patrick Dupont dans l'extrait d'un documentaire qui s'appelle Patrick Dupont, le talent insolent. Et là, je vois un homme qui fait quelque chose qui, pour moi, ne s'apparente pas de la danse. Ça ressemble plutôt au Yamakasi, à Jean-Claude Van Damme, ce que j'adore. Et je me dis, ah, c'est génial. Et en plus, il a l'air de voyager. Il a une vie folle. J'ai envie de faire comme lui. Voilà, exactement. Donc, vous êtes à l'époque loin de Paris. Ouais. Vous êtes près de Bourges, à Fussy. C'est une petite commune de 2000 habitants, je crois. Tout à fait. Un peu moins même maintenant, je pense. Ouais. C'est un petit village qui est très charmant. Et en même temps, vous avez une mère professeure de danse là-bas, Christine, je crois. Tout à fait, Christine, exactement, qu'on embrasse. Et ma mère, donc, elle est plus prof de danse là-bas. Elle a déménagé à côté. Maintenant, elle est à Saint-Doulchard, où elle continue à donner de la danse. Elle est presque à la retraite. Et oui, c'est vrai que j'ai fait mes premiers pas là-bas. Et au départ, c'était un peu un cauchemar, la danse classique, parce que ça restait accroché à une barre quand on est un enfant hyperactif, hypersensible. C'est de la torture. Oui, surtout qu'il y avait des petites filles autour de vous, parce que en tutu, et ça vous plaisait pas. Exactement. Et c'est quelque chose que j'ai compris par la suite. C'est que, et c'est une clé que je donne dans les conférences que je donne aussi, c'est qu'en fait, on peut faire n'importe quoi à n'importe qui, à partir du moment où on s'adresse à son envie profonde. Là, on peut le diriger. Et c'est vrai que moi, quand j'ai vu Patrick Dupont, je me suis dit, et qu'on m'a dit, il faut rester accroché à la barre, il faut cette partie rigoureuse, cette partie disciplinée pour réussir à atteindre les figures et la vie de folie qu'il a. Je me suis mis à faire la chose que je détestais presque le plus au monde. Comme quoi. Voilà. Et je crois que vous avez une particularité, c'est-à-dire que votre chambre d'enfant est à peu près à 12 mètres du studio de danse de votre mère. C'est ça, exactement. Il n'y avait que quelques marches à descendre. C'est assez fou, en fait, quand on y pense. En même temps, quand ça allait pas, elle vous envoyait dans sa chambre. C'est un peu ça aussi, ouais. C'est que quand je bavardais ou que je faisais le cochon pendu, elle me disait tu arrêtes et tu remontes dans ta chambre. Et ça, c'était assez... C'était un peu humiliant et en même temps c'était une bonne façon de créer un cadre aussi pour avancer, parce que dans la vie comme dans la danse classique il y a un cadre à respecter, sinon on tombe vite dans le chaos. Il se trouve, François a lu aussi que vous êtes fasciné dans cette cassette de Patrick Dupont par le fait qu'il se retrouve au Japon. Tout à fait. Le fait de le voir voyager en fait, même partout dans le monde, je me dis tiens, c'est une vie rêvée pour un enfant qui a une vie peut-être un petit peu trop... Et c'est fou de dire ça parce que généralement les personnes qui écrivent des bouquins, il y a toujours un grand drame et tout. Et en fait, moi, initialement, mon drame, c'est qu'il n'y avait pas assez de drame dans ma vie, quoi. Et donc, je me suis dit, moi, j'ai envie de vibrer. Et étant hypersensible, on se nourrit de vibrations très fortes. Et là, le fait de voir quelqu'un qui a une vie où il n'arrête pas, où il est sur scène, où il incarne des personnages, où il rencontre du monde, et je le sens. En fait, je pense qu'enfant, on n'arrive pas forcément à mettre des mots sur ce qu'on voit, mais je ressentais profondément que c'était une personne qui était épanouie et qu'il était vraiment à sa place, ce qui ne sera pas forcément le cas par la suite pour moi. Voilà, c'est autre chose, on va en parler. Alors il se trouve que le Japon aussi, il y a un lien commun avec vous, ce sont les Pokémon de votre enfance. Oh, les Pokémon, je vois que vous avez vraiment bien étudié mon cas. Moi j'adore les Pokémon, j'adorais et j'adore toujours, je trouve que c'est fascinant, et j'en parlais ce matin dans une autre interview. Je crois que ce qui me fascine, mais comme peut-être beaucoup d'êtres humains, c'est l'évolution. Dans les Pokémon, en fait on les fait travailler puis après ils évoluent, et je crois que c'est le propre
d'une personne dans la vie. On prend du plaisir, on est dans un état de bonheur. D'ailleurs, Mihaly Csikszentmihalyi en parle très bien dans Flow en anglais ou la philosophie du bonheur. C'est comment atteindre cet état où on se révèle. Et c'est vraiment l'instinct, où ça a été prouvé scientifiquement, où on dépasse en fait toutes ses capacités mentales et physiques. C'est précisément à cet instant-là qu'on est en train d'être dans le bonheur. Et je crois que c'est ça qui me fascine dans les Pokémon. Oui, ils sont nés en 95 et on a recensé le nombre de jeux Pokémon qui sont vendus. Ça fait 250 millions d'exemplaires. Si je pouvais vendre autant de livres, ce serait fabuleux. Alors, vous parlez, François Allu, du Yamazaki. C'est quelque chose que vous avez découvert qui est très particulier. Je crois qu'il y a un film qui vous a fait rêver, un film d'Ariel Zetoun. Ouais, les Yamakasi, tout à fait. En fait, ça mêlait plusieurs choses. Déjà, moi, j'ai toujours aimé la culture hip-hop. La musique dite rap, j'aime aussi ce qui se passe dans la rue, et j'aime la culture hip-hop, c'est la culture de la débrouillardise fondamentalement, donc la culture de l'entrepreneuriat aussi, ce qu'est un entrepreneur, ce qu'est un artiste, voilà. Et donc c'est vrai que dans ce film il y avait à la fois la bande son, à la fois la physicalité, à la fois le côté transgressif qui me parlait beaucoup, parce que je pense qu'il faut transgresser pour créer, ça c'est évident. Et je suis tombé amoureux effectivement de ces artistes, de ces êtres volants d'un immeuble à un autre, quoi. Oui, et il se trouve qu'ils volent comme des super-héros. Complètement. Et le Yamazaki s'est développé à Évry, en particulier, grâce à Yann Inotra et Laurent Piemontesi, qui sont fondateurs d'une association Yamazaki, et qui aujourd'hui commence à entraîner une seconde génération. Ah, je savais pas. Enfin, je vois que le parcours, en tout cas, se répand de plus en plus, que c'est la fameuse discipline des Yamakasi. C'est vraiment le fait d'aller de bouger d'un point A à un point B en passant au travers de différentes surfaces, en montant sur des immeubles, en faisant des figures aussi. Et c'est vrai que ça se répand de plus en plus, mais je pensais pas que c'était toujours autant c'est d'actualité. C'est d'actualité, tant mieux. Et alors que vous êtes, votre but c'est de devenir danseur étoile à l'Opéra de Paris, vous découvrez le hip-hop à une époque où il vient du Bronx, où il n'est pas encore très connu en France, François Allu. En France, ouais, non, je sais pas si c'est très connu. En tout cas, il commence à y avoir quelques groupes de personnes qui font... Enfin, le rap commence à vraiment arriver petit à petit. Moi, je sais qu'il y a un professeur de hip-hop qui est dans le coin, donc je vais faire 2-3 cours avec lui. Et en fait, déjà, j'aime la musique, j'aime la gestuelle, j'aime le fait de pas être, encore une fois, accroché à une barre, mais d'être libre. Et puis j'aime aussi toutes ces figures acrobatiques. En tout cas, initialement, c'est ça qui me motivait beaucoup. Et puis le rapport à la musique. Et vous aimez le modern jazz aussi, grâce à votre mère. Ouais, tout à fait. Bah, pareil. Je crois qu'en fait, je crois que la musique classique au piano, quand on est enfant et qu'on n'a pas forcément baigné dedans directement, c'est un peu dur. Enfin, et ça l'est peut-être encore plus qu'il y a un côté un peu suranné. Parce que quand on n'a pas des beaux morceaux au piano, je sais pas, quand on fait une barre, on la fait pas sur du Sofiane Pamar. Généralement, on commence et on a la petite musique de cours de danse enregistrée sur le CD c'est un peu rébarbatif, et même encore aujourd'hui je peux pas écouter ces musiques, quoi. C'est vraiment c'est un peu traumatisant, et c'est lié pour moi vraiment à un moment de difficulté, quoi. Alors vos jeunes années, François Allu, l'opéra, c'est encore l'Opéra Garnier. Ouais. Il y a eu des soirées prestigieuses. Il y a une soirée qui est restée célèbre, c'est la première du film Napoléon de Sacha Guitry. On avait transformé le décor extérieur en bivouac. Et René Coty, président de la République, est arrivé et a été salué par les grenadiers de Napoléon. Wow. C'est quand même une chose extraordinaire. Ah ouais, c'est dingue. Et c'est vrai que l'Opéra Garnier, ça vous fait rêver à l'époque. Garnier, oui, mais en fait, et c'est peut-être qu'on va en parler après, mais je me suis quelque part mépris, c'est-à-dire que pour moi, Patrick Dupont, c'était la personne. Je voulais avoir la vie de Patrick Dupont, je voulais devenir cet être presque. Et pour moi, on m'a dit, devenir Patrick Dupont, c'est devenir danseur étoile à l'opéra. Et donc, l'opéra m'a fait rêver. Alors effectivement, les boisures, le velours, les dorures, c'est exceptionnel. On sent qu'il y a de l'histoire dans Garnier. On peut parfois même sentir les fantômes qui passent. On peut entendre des bruits. Enfin, c'est un lieu qui est plein d'histoires. Moi, j'adore toujours Garnier. Mais effectivement, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas devenir danseur étoile Patrick Dupont qui m'intéressait, mais plutôt devenir Patrick Dupont, l'électron libre, le générateur de performance et l'artiste, en fait. Voilà. Il se trouve que quand vous parlez des histoires de l'Opéra Garnier, il y a un feuilleton qui est resté très célèbre pour plusieurs générations. L'âge heureux. Ah non, c'est là, ouais, l'âge heureux. Qui a fait un tabac, plein de jeunes filles sont devenues danseuses. Après ça, ouais, tout à fait. Et il y avait un tournage sur les toits de l'Opéra de Paris, car c'est dangereux, oui. Et ça a été assez particulier. Interdit d'accès aujourd'hui. Alors je vous avoue que j'y ai été plusieurs fois, comme beaucoup de danseurs, mais effectivement, là, il faut transgresser plus. Et c'est marrant parce que ce film, figurez-vous que je l'ai vu, c'était ma grand-mère aussi qui me l'a montré, ça a eu aucun effet sur moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce vieux truc? Ça me paraissait tellement suranné, alors que quand j'ai vu Patrick
Patrick Dupont, justement, je trouvais qu'il y avait une véritable fraîcheur dans ce qu'il apportait. Oui, mais Delphine Desieux, qui a tourné dans L'Âge heureux, après elle a tourné avec Brel dans un film sur les risques du métier où Brel était accusé de pédophilie, ce qui était en avance sur son temps. Et aujourd'hui, elle est chorégraphe à Saint-Jean-du-Gard. Elle enseigne la danse contemporaine, le taiji et le cirque. Waouh, belle transformation. Exactement, voilà. Alors, il se trouve aussi que vous avez débuté en allant à l'école. Vous vous êtes retrouvé à Nanterre parce que c'était aussi une obligation. Oui, c'est une école. Alors, quand on veut devenir danseur de l'Opéra de Paris, il y a plusieurs façons d'y arriver. Mais je pense que c'est un petit peu comme faire une prépa avant d'intégrer une grande école, puis après de rentrer dans une entreprise. C'est important de... Disons que ça donne des codes et on est tout de suite face à l'adversité. Moi, je sais que ça m'a vraiment tanné le cuir de faire cette école. J'y ai appris énormément de choses, notamment sur... la compétitivité et le fait que très jeune, en fait, moi j'étais major de promo chaque année en danse, mais j'étais vraiment pas major à l'école. Et en fait, tous mes camarades, parce qu'il y a une compétition, m'envoyaient des pics sans cesse, t'es bête, t'es stupide, t'es con. Les professeurs me rendaient les copies en me disant aussi, heureusement que tu fais de la danse. Et d'un côté, on pourrait se dire, oh le pauvre petit Calimero, ça c'est ce que j'ai vécu. Mais en fait, aujourd'hui, je me dis, quelle bénédiction, parce qu'en fait, à ce moment-là, mes premières limites mentales naissaient. Et je me suis dit, si tu peux pas réussir à devenir danseur, tu ne feras rien, tu n'existeras pas. Et donc je me suis battu avec ce qu'on appelle la force du désespoir. Agathocle de Syracuse, je vais pas partir là-dedans, mais il y a une très belle histoire là-dessus, où il va conquérir Syracuse en demandant à ses troupes de brûler leur navire une fois qu'ils sont arrivés à Syracuse, et tous se regardent disant mais c'est pas très productif comme méthode, comment on va rentrer chez nous? Il dit mais vous comprenez pas, en fait on va pas rentrer, c'est envahir ou périr. Et moi c'est exactement comme ça que j'ai abordé en fait mon école de danse, et c'était il faut y arriver, il n'y a pas d'autre choix. Et vous y êtes arrivé, on va l'évoquer à travers une autre date, le 16 décembre 2013. A tout de suite sur Sud Radio avec François Allu. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité François Allu, danseur étoile à l'Opéra de Paris. Vous publiez Le Prix de l'Étoile, un livre souvenir assez particulier qu'on évoque et qu'on va évoquer plus longuement tout à l'heure chez Robert Laffont. Alors votre parcours de danseur, justement, on a évoqué vos débuts, votre adoration pour Patrick Dupont, et le 16 décembre 2013, c'est votre première télé, c'est-à-dire que sur France 3 Régionale, édition du Berry, il y a un reportage de 3 minutes sur un jeune danseur très prometteur. Et il y a un reportage où on vous voit à l'opéra en train de répéter. Ah waouh. Vous en souvenez ? Je me rappelle effectivement avoir fait quelque chose pour François Berry. Effectivement, je me rappelais pas que c'était cette date parce que j'ai des gros soucis moi avec la temporalité. Mais je crois en tout cas qu'il y avait, il y a un jour en tout cas, on a fait des photos. Je crois que je sais plus si c'était pour le Berry quoi. Et j'étais malade, je m'en rappelle. Simplement ça. Vous aviez un t-shirt hip-hop en plus qui surprenait. Ah non, alors ça me revient. J'étais en train de faire L'Oiseau Bleu, effectivement, où j'ai tout un tas d'histoires avec ce rôle qui était assez horrible. Mais oui, je m'en souviens effectivement. On était dans les sous-sols de Bastille. Voilà. Et vous venez d'être promu premier danseur, ce qui faisait très plaisir à France 3 parce que c'était rare que sur France 3 on ait un premier danseur de la région. De la région, bah écoutez, je suis ravi d'avoir porté les couleurs nationale du Berry. Et je crois que vous êtes devenu premier danseur, François Allu, sur le Fantôme de l'Opéra. C'est en choisissant cette variation, effectivement, que j'ai passé mon grade pour devenir danseur étoile. C'est un rôle que j'aimais particulièrement parce que à la fois il mêlait la théâtralité, en même temps la physicalité, et j'étais chez moi. C'est-à-dire que le Fantôme de l'Opéra, il vit dans l'Opéra Garnier, et j'avais un seul objectif, moi, ce jour-là, c'était effrayer tout le monde. Et effectivement, alors peut-être que je sais pas, hein, c'est une perception, mais je crois qu'il y a eu un petit courant, un petit effroi dans le public, et donc je me suis dit, j'ai réussi. Voilà. Il se trouve que le Fantôme de l'Opéra, c'est aussi une comédie musicale qui est aux États-Unis et en Angleterre, et immontable en France, parce qu'il n'y a pas de théâtre assez grand à Paris pour la monter. Ah, tout a été essayé. Pas encore. Peut-être qu'on va avoir quelqu'un qui va se lancer dans ce périple. Ce serait bien. Alors, il se trouve aussi que vous répétez à l'époque, lorsqu'il y a ce reportage, un ballet qui est parti de cette musique. Tchaïkovski, ouais. La Belle au bois dormant. Vous êtes en train de répéter la Belle au bois dormant, car vous répétez le rôle de soliste dans ce ballet pour l'Opéra Bastille. C'est à l'occasion de ce reportage. Oui. Je devais danser donc L'Oiseau Bleu, je pense, qui est une musique un petit peu moins lyrique, un peu plus tonique. Et j'ai une petite anecdote d'ailleurs qui est pas dans le livre à ce propos, si vous voulez. J'étais juste avant de... En fait, il se trouve que le danseur étoile s'était blessé. Je devais le remplacer. Et il y avait une captation ce jour-là. Donc j'ai dû faire la négociation de la captation, de mon cachet pour la captation,
qui s'est très très mal passé. Je demandais simplement à, en gros, être payé comme ma partenaire, mais à l'époque, visiblement, c'était trop demandé. On avait le même grade en plus, mais qu'importe. Donc je suis allé en scène, j'étais pas bien, et la maîtresse de ballet est venue me voir et m'a dit bon, pour la version chorégraphique, tu fais exactement comme ça, hein. Et en fait, pertinemment, je n'allais pas le faire comme elle voulait parce que je lui expliquais que moi, je sauterais plus haut en faisant légèrement différemment. Ça l'a fortement contrarié. Étant hypersensible et étant très influençable, je me suis lancé. On peut retrouver d'ailleurs, si vous voulez vous régaler et rigoler, c'est sur YouTube. Je m'arrache en fait le ligament pendant que je suis en train de danser sur la coda parce que quand on est contrarié, qu'on n'est pas aligné avec ses valeurs, le corps en pâtit, quoi. Voilà. La Belle au bois dormant, c'était au départ un conte populaire. Charles Perrault et Grimm en ont fait des versions particulières. Et la version de Perrault est fondée sur Soleil, Lune et Thalie de Giambattista Basile, un conte fondé sur des contes populaires, voyez. D'accord, ça vient okay. de très loin. Oui. On pense à Disney. On le voit, hein, c'est un ballet qui dure en plus 3 heures. On sent que ça n'a pas été fait hier. Alors, il se trouve aussi que dans ce reportage, on voit l'importance de la précision des jetés. Waouh! Alors là, vous m'impressionnez parce que je ne sais même pas exactement de quoi on parle. Vous êtes devant la glace avec votre partenaire, ouais. Et vous expliquez que le jeté de chaque instant, c'est au millimètre près. Chaque pas, en fait, ouais, effectivement. Mais de toute façon, je pense que c'est comme n'importe quelle, même comme votre émission, elle est chiadée au mot près. Vous avez choisi, vous avez travaillé. Quand on veut faire quelque chose correctement, c'est important de faire preuve de détails et de soins, même dans les choses qui paraissent le moins important. La portée des bras, c'est essentiel. Oui, tout est essentiel, j'ai envie de vous dire. Il faut pas. Les instants en scène sont tellement succincts, c'est un peu comme une carrière, ça passe tellement vite que c'est mieux de soigner. Et dans ce reportage, François Lalu, il y a également votre mère qui explique que vous étiez hyperactif dans votre enfance et que vous avez fait des tests d'hyperactivité. Mais je me rappelle pas du tout, mais j'imagine qu'elle a dû me faire des tests d'hyperactivité, ouais. Et de toute façon, je pense que vu le débit que j'ai et quand on me voit, ouais, je crois que c'est pas très compliqué de déceler que je suis hyperactif. Ouais. Et elle dit aussi qu'au football, il y avait un problème parce que vous alliez vers le but adverse. Il paraît. Moi, je me rappelle surtout que je m'ennuyais en fait beaucoup au foot et que je prenais des cailloux et que je jetais les cailloux dans les airs. Je m'ennuyais terriblement. Et vous dites aussi dans ce reportage, on ne peut pas être parfait, sinon tout est fini. Ah bon, j'ai dit ça? Oui. Ah waouh. Alors c'est marrant parce que c'est très théorique, parce que dans ma tête à ce moment-là, en tout cas aujourd'hui je le pense tout à fait, j'essaie de le mettre plus en pratique, mais à cette époque j'ai dû apprendre cette phrase et la recracher comme ça parce que c'était pas du tout mon état d'esprit. Moi je me fouettais si c'était pas au millimètre près, et c'est d'ailleurs en répétant des milliers de fois les mêmes enchaînements que j'ai réussi à faire des performances qui étaient plutôt pas trop mauvaises. Et d'ailleurs le dimanche, ça m'arrivait souvent d'aller à l'opéra tout seul, répéter mon rôle. Je me filmais aussi et j'étais pas très tendre avec moi, mais la répétition, il y a rien de tel pour réussir, hein. C'est un peu bête et méchant, mais quand on veut accomplir quelque chose dans la vie, je crois que c'est une des clés. Oui, et lorsque vous étiez à Nanterre, votre père vous amenait le lundi ou le dimanche après-midi. Dimanche soir, ouais, tout et vous revenez, et même le week-end chez vous, vous continuez à répéter. Oui, parce qu'en fait, c'était à ce moment-là, et c'est le thème de ma conférence d'ailleurs, c'est l'envie. Je crois que l'envie, il n'y a rien de plus important. S'il n'y a pas une envie suffisamment forte qui sous-tend à cette rigueur et cette discipline qu'on s'impose dans la vie, on a beau mettre n'importe quoi dans notre travail, tout notre cœur, toute notre âme, au bout d'un moment, le corps et l'esprit vont finir par s'éroder et on va pas aller au bon endroit. Et à ce moment-là, moi, je sais que j'étais au bon endroit, au bon moment, parce que le week-end, plutôt que voir mes copains, moi, je trouvais pas d'intérêt à marcher dans mon village et de parler de quoi. Bon, je préférais danser, ça me procurait, je libérais énormément d'endorphines, je me voyais évoluer, je me voyais performer, et mon corps, j'avais toutes les disponibilités. On a pas mal quand on est jeune. Donc je sautais, je tournoyais, j'essayais d'améliorer mes mouvements, et j'allais sur YouTube regarder les danseurs du monde entier, je redescendais dans le studio et je répétais. Et d'ailleurs, je crois que j'ai vraiment, et c'est ce que je dis aussi dans le livre, hein, moi j'ai appris à danser. Une grande partie, ma mère m'a donné les bases, mais la plupart, je l'ai appris sur YouTube. En fait, je suis assez autodidacte. Oui, avec un problème, c'est que lorsque vous êtes arrivé à l'école, les professeurs ont dit il faut oublier les fondamentaux. Exactement. Et cette phrase, quand elle a été prononcée, elle m'a vraiment choqué, parce que j'entendais indirectement, il faut oublier ta maman, parce que c'est elle qui m'avait inculqué la danse. Et puis, moi, je voyais que ma façon de travailler, ma façon d'ingurgiter les pas, faisait que j'arrivais à avancer. Donc, je me suis dit, tiens, j'ai pris ça un peu comme une première offense. Et encore une fois, c'est un cadeau, parce que je me suis, je pense, inconsciemment dit, si tu veux y arriver, ce sera par toi-même. Ce qui est par la suite un peu problématique, parce que je me rends compte aujourd'hui que je travaille et que j'entreprends différents projets,
que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Cette phrase n'est pas de moi, mais je trouve qu'elle est très très vraie. Donc le collectif, c'est essentiel. Oui, et le collectif très particulier que vous avez vécu, c'est que vous avez pu copier sur votre voisin en échange de quelques pas dedans, François. C'est vrai. J'ai eu la chance d'avoir, et je l'embrasse, Silver Jarosson, c'est un ami qui est peintre aujourd'hui à succès. Et Silver, qui est très très intelligent, il m'a proposé, il me dit j'en ai marre que tu copies tout le temps sur moi. Il me dit je te propose qu'on fasse un marché, je te laisse copier, mais par contre tu m'apprends à améliorer mes pirouettes. Ce qu'on a fait. Et ben figurez-vous que c'est ce qu'on appelle une bonne négociation parce que il a réussi à bien faire ses pirouettes et je me faisais pas taper sur les doigts le soir par ma mère, donc voilà, je le remercie encore et aujourd'hui on est tous les deux très heureux dans nos voies, donc l'entraide c'est important. Un problème quand même, François Allu, c'est le réfrigérateur. Il aurait presque fallu mettre un cadenas dessus. Oh oui, ou en acheter plusieurs peut-être pour contenter ma faim gargantuesque. Effectivement, j'ai développé des troubles hyperphagiques. Je suis pas le seul, évidemment. On est dans un métier qui est extrêmement exigeant au niveau de l'apparence, parce qu'un danseur c'est avant tout des lignes au début. Et moi, sur tous mes bulletins, même si j'ai des bonnes notes, il y a marqué doit s'affiner, doit s'allonger, doit mincir. Et en fait, c'est vraiment récalcitrant. Et en fait, moi, je comprends pas parce que j'essaye tout ce que je peux. J'ai fait le régime de Duncan, j'ai fait du jeûne, j'ai essayé de manger à un moment que je mangeais juste des bonbons, puis plus rien. Je me suis dit, voilà, moi, je me fais plaisir, mais plus rien. Ça marchait pas, évidemment, c'était stupide. Et en fait, ces troubles, on les traîne pendant longtemps. Et en même temps, aujourd'hui, je me dis, c'est bien d'avoir ces troubles-là parce que en même temps, ils m'animent, ils me font vivre des sensations qui sont parfois très désagréables, et en même temps, ça me fait réfléchir, ça me fait me remettre en question sur comment faire pour les traiter. Donc, je ne suis pas calme, je ne suis pas apaisé, et je trouve que c'est un bon moteur d'avoir encore des troubles parce que c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Là, on va pas manger, on va continuer à boire vos paroles. Dommage. Oh, c'est beau. À travers une autre date, le 17 septembre 2021. À tout de suite sur Sud Radio avec François Allu. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité François Allu. Il y a ce livre, Le Prix de l'étoile chez Robert Laffont. On va en parler plus longuement tout à l'heure, mais on en parle déjà parce que certains des éléments de cet entretien sont dans ce livre. Et j'ai trouvé une date importante dans votre vie, c'est le 17 septembre 2021. Écoutez. Ah oui. Vous êtes jury dans Danse avec les stars avec Chris Marquez, Denitza Ikonomova et Jean-Paul Gaultier. Tout à fait, ouais. C'est si je peux vous parler un peu de la genèse parce que c'est quand même assez drôle. À ce moment-là, donc on a passé le confinement. Moi, j'étais au fond du trou. J'ai réussi à m'en sortir. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Et j'ai cette phrase de T.S. Eliot que j'ai lue dans Les Battements du temps de Amazon qui dit, je paraphrase légèrement, pour être là où tu n'es pas, il faut emprunter la voie dans laquelle tu n'es pas. Il se trouve que moi, tous les jours, au quotidien, j'étais plus heureux, en fait, à l'opéra. Ça reste une institution merveilleuse, les gens, ils sont hyper épanouis, pas moi. Et cette phrase, elle résonne. Et un jour, de nulle part, on m'appelle pour faire partie du jury de Danse avec les stars. Et la première pensée que j'ai, c'est, mais qu'est-ce que je vais aller faire sur une émission où clairement, il y a des paillettes, de la danse sportive, et puis c'est grand public, c'est pas du tout mon positionnement. Et de façon très prétentieuse et stupide, je me disais, moi, je vis à Garnier, je fais des grands dîners avec des grands mécènes, je fais partie de la haute classe de la société. Débile. Oui, sauf que j'étais pas heureux. Et donc, je me suis dit, va faire cette chose qui ne te rend pas forcément heureux, sur lequel tu as beaucoup de préjugés, et tu verras. Et bien, sur cette émission, j'ai rencontré ma compagne, j'ai appris à produire une émission, j'ai travaillé aussi avec TF1, j'ai fait une conférence sur la créativité avec eux, et surtout, j'ai contribué, je pense, à démocratiser la danse classique, à transformer des téléspectateurs en spectateurs. Il y a des personnes qui sont venues voir après mon spectacle complètement jeté, que je donne les 22-23 au Trianon décembre. Et donc je me suis dit, ah mais c'est formidable. Et ça a fait naître une philosophie en moi. Quand généralement j'ai un problème, c'est ce que je fais très régulièrement. Je me dis, ok, qu'est-ce que là tu n'irais vraiment pas faire? Et j'y vais. Exactement. Il se trouve qu'effectivement, il y avait Jean-Paul Gaultier qui a démarré, on ne le sait pas assez. Il est stagiaire chez Cardin, il fait quelques dessins. Cardin lui dit, c'est formidable, fais-moi quelque chose. Et c'est comme ça que Gaultier a démarré. C'est incroyable, ouais. On lui a offert l'opportunité, mais il a su la saisir. Ça, c'est important dans le succès. Et Denitza, donc, qui est votre compagne, elle a été le record, je crois, avec Fovoto, des victoires dans ça. Et elle a quand même fait danser Laurent Aronnax, c'est une performance. Denitza, c'est une grande pédagogue et c'est une femme qui est multiples facettes. Là, aujourd'hui, elle a un projet entrepreneurial aussi qu'elle lance avec son associé Jennifer. Elle a fait, évidemment, elle fait de la danse, elle fait de la chorégraphie. Elle a joué aussi, il y a pas longtemps, dans Disparition inquiétante. C'est un couteau suisse. C'est une femme qui est
hyper talentueuse, multipotentielle, c'est comme ça qu'on les appelle. Ouais. Et moi, je suis multiplement amoureux d'elle. Vous avez bien raison. Alors, dans cette saison, il y avait Dina Von Test, il y avait Jean-Baptiste Monnier qu'on a connu dans Les Choristes, et il y avait Taïk qui a gagné. Ouais, tout à fait, qui fait une belle carrière aussi. Ouais. Et qui fait une carrière notamment sur Spotify, mais là aussi, c'est plus proche de votre univers que l'Opéra Garnier. Bah, le hip-hop et tout ça, c'est sûr que c'est plus mes origines, c'est plus là d'où je viens. Et je trouve ça intéressant justement d'avoir pu mélanger les genres. Et j'ai essayé vraiment, en tout cas moi sur cette émission, ce qui m'a plu, c'est de parler et donner des clés pointu, sans mauvais jeu de mots, sur ce qu'était ce que j'avais appris avec des grands chorégraphes comme William Forsythe, comme Crystal Pite, avec des notions de contrepoint, enfin vraiment du contenu hyper pointu sur une émission qui est plutôt populaire. Et je me suis dit tiens, ça va être génial parce qu'il y a les professionnels de danse sportive, ce qui n'était pas mon cas, mais moi je pouvais donner des clés sur sur la tenue, sur l'état d'esprit aussi, sur pourquoi les chorégraphies elles sont comme elles sont. Et visiblement ça s'est plutôt bien passé. Voilà. Oui. Et du jour au lendemain, François Allu, vous êtes devenu populaire. Oui, exactement. Et en fait, je me suis dit, c'est marrant parce que, alors, on vous envoie des messages d'amour, mais des messages de haine aussi. Hein. Il y a des personnes qui m'ont dit, je vais t'éclater la tête contre le trottoir parce que t'as donné un 4 à un tel et tout. Je trouvais ça assez rigolo parce que, c'est des enfants qui ont 12-13 ans qui vous écrivent ça. C'est un peu inquiétant aussi parce que je me suis dit, mince, si la jeunesse tutoie et menace des personnes sur un concours de danse, ça veut dire qu'il y a quand même de la colère, il y a de la haine et c'est un peu, c'est un point en tout cas qui mérite d'être traité. C'est pour ça que moi, j'ai vraiment envie de m'atteler aussi à l'éducation parce que c'est un domaine qui détermine vraiment notre vie, quoi. Oui, ça me paraît très important. Alors il faut savoir que l'Opéra Bastille était votre fief pendant des années et il faut savoir aussi que l'Opéra Bastille au départ c'était pas le lieu choisi. Il y a eu le Quai de Javel, il y a eu la Défense, Marne-la-Vallée, le parc de la Villette. Et finalement, c'est les conseillers de François Mitterrand qui ont dit il faut un lieu symbolique populaire, donc ce sera la Bastille. Ah, c'est drôle pour la création de l'Opéra Bastille. Très bien. Et au départ, à l'Opéra Bastille, vous êtes remplaçant, François Allu. Alors moi, en fait, l'opéra, donc il y a l'opéra et puis on danse dans les deux théâtres. On est et à Garnier et à Bastille. Et il se trouve que à Bastille, un jour, on va m'appeler pour faire un remplacement, effectivement, qui a été à la fois... Enfin, ça a été très chaotique parce qu'en fait, moi, j'avais pas toutes les clés de comment remplacer. J'avais pas eu suffisamment de répétitions à l'époque. Donc, j'ai appris le matin même de mon remplacement les 10 minutes de chorégraphie qui me manquaient. J'ai sauvé le spectacle in extremis à peine 18 ans. C'est l'équivalent c'est plus d'un marathon, quoi, sans préparation. Donc, j'étais lessivé. Et à la fin, alors que j'attends plein d'éloges et d'être couronné, d'être le héros, eh bien on vient me tomber dessus en me disant mais ce que t'as fait c'était pas possible, c'est une catastrophe, c'est du cirque, pourquoi t'as tout changé? Et la réponse c'est j'ai même fait plus dur, j'ai surperformé. Et une maîtresse de ballet m'avait dit de toute façon tu fais ce que tu veux tant que tu sauves le spectacle. Et quand je me faisais agresser donc par mes managers, je me suis tourné vers elle et très courageusement elle a détourné le regard. Voilà. C'est là où est née la première vraie colère, qui a été aussi un moteur. Donc je suis content d'avoir vécu cet instant. C'était difficile, mais ça m'a donné, et même encore aujourd'hui, quand j'entreprends différents projets, je repense à ces événements un peu durs quand j'ai pas envie, en me disant, l'autre choix, c'est revivre ces événements-là. Et ça donne un bon point de référence pour se dire, il faut que j'avance. C'était d'autant plus difficile, François Allu, que vous ne saviez pas que quand on danse ce genre de choses, il faut s'alimenter très souvent. Absolument, mais ça fait partie de ce qu'ils appellent en entreprise les process. Malheureusement, il y a eu un problème à ce moment-là de transmission parce qu'on s'était pas, j'avais pas eu la chance de répéter suffisamment. Donc, quand on s'occupe pas assez des personnes qui peuvent paraître être au second plan dans une entreprise, attention parce que le retour de bâton, il peut être très très fort par la suite, parce que la personne peut vous en vouloir si vous la mettez dans une situation vraiment de difficulté. Et en même temps, on peut se dire, mais c'était une opportunité. Pour moi, alors oui, c'était une opportunité, mais mal préparée, ça en devient plus un cauchemar. Et vous parlez d'alimentation, dans les process, effectivement, il y a un truc qui est hyper important, c'est que quand vous faites j'en ai couru d'ailleurs un marathon, c'est important d'avoir un plan, de se dire, en tout cas à chaque sortie de scène, croquer un peu dans une banane, boire une boisson qui est moitié jus de raisin, moitié eau, petite pincée de sel pour garder une hydratation permanente, pas être trop lourd, manger un peu de céréales aussi, des amandes, enfin des choses comme ça. Moi, j'avais rien de tout ça, donc j'ai fait le balai tout droit. Et heureusement, quelque part, que j'avais 18 ans, que j'étais tout feu tout flamme et que j'avais des dispositions, parce que sinon, ça aurait été un carnage.
Alors, vous avez aussi un point commun avec Patrick Dupont, c'est que vous avez dansé Don Quichotte. Et oui, c'est cette variation, le solo de Basilio du 3e acte, c'est ça qui m'a fait débuter la danse. Et j'étais inspiré, et je sais que, alors, je faisais pas la même version que Patrick Dupont parce que lui, il modifiait encore plus de choses que moi. Mais lui, on disait rien. Mais lui, on disait rien parce que c'était une superstar, parce qu'il n'était pas dans la même posture. Et puis, on n'était pas à la même époque. On aimait à ce moment-là la singularité, elle était très mise en avant. Par la suite, ça s'est un peu plus poli. Mais donc moi j'arrive et j'avais en tête exactement ce que je voulais faire, et en fait j'ai vraiment complexifié, j'ai rajouté des pas, dont un 540, un coup de pied de taekwondo qui a été stylisé dans la danse, qui est fait par plein de danseurs dans le monde entier, mais à l'opéra on fait pas ça, et parce que c'est difficile à réaliser. Et moi, alors que je suis épuisé, je fais ça, et donc je me dis je vais être acclamé. Alors le public est debout, mais après on me tombe dessus parce que j'ai pas obéi. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, et c'est vraiment pas une critique, c'est que je suis pas un bon exécutant dans l'absolu. Exécuter, c'est une vraie qualité. C'est de réussir à restituer quelque chose. Et moi, je suis pas fait pour ça. Je suis quelqu'un qui est créatif, je suis quelqu'un qui aime entreprendre, et j'aime toujours surperformer. Et c'est pas toujours ce qu'on demande. Et ce Don Quichotte était d'autant plus difficile, François Allu, que c'était la version de Nureyev, c'est-à-dire corrigée par Nureyev, encore plus difficile. En fait, alors pour moi, elle était pas plus difficile. Moi, j'ai l'impression que ce que j'ai fait, c'était plus difficile. En fait, Nureyev, il a fait quelque chose à l'époque, il a rajouté énormément de variations parce que les hommes ne dansaient pas. Et donc, merci à lui. Mais et ça peut-être petit point commun que j'ai avec lui, clairement, il est boulimique parce qu'il y a tellement de pas à la seconde qu'en fait, c'est très fatigant, mais ça rend pas grand-chose. Enfin, moi, ça m'impressionne pas. Alors que justement, quand on va en Russie, au Japon, même en Amérique, les variations d'hommes sont tout autant, il y en a peut-être un petit peu moins, mais elles sont surtout plus aérées. Donc il y a plus de pas de liaison, de transition, on peut plus se reposer. Et donc au moment où on va faire une élévation, où on va faire une pirouette, on a beaucoup plus d'énergie. Et donc ça va être plus impressionnant. Et pour moi, c'est mieux construit. Voilà. Alors, le grand saut de Nureyev, c'est dans l'histoire, c'est au Bourget en 61, quand il décide de rester en France. Ouais. Alors, on a dit qu'il avait fait ça de façon impromptue. On sait aujourd'hui que tout ça avait été préparé de longue date par Janine Ringuet, qui était la responsable du ballet à l'opéra, au Palais des Sports pour ses spectacles. D'accord. Et qui a mis au point tout ça avec la police. Et la police l'a accueilli parce qu'elle avait été prévenue au départ quand il vient en France. Ah, je savais pas du tout. Il a fallu des années pour connaître la vérité. Waouh. Alors, il se trouve, vous allez passer 7 ans comme premier danseur, et là, vous méritez malheureusement d'entrer dans le livre des records, parce que un premier danseur, il devient danseur étoile. Alors, certains restent premiers danseurs toute leur vie, mais en fait, la trajectoire, c'est comme je vous le disais, j'étais major de promotion chaque année à l'école de danse, j'ai été major de promotion chaque année aussi dans la compagnie, sauf la dernière année où je suis monté 2e pour devenir premier danseur. Mais chaque année, il y avait une promotion. Et là, pendant 7 ans, c'est le vide. Et j'en parle aussi, ça, dans les conférences. Je dis, imaginez-vous, en enfance, vous redoublez 7 fois votre terminale, alors que vous étiez premier tout le temps à l'école, vous étiez le meilleur de la classe. On vous explique pas pourquoi, et vous ne demandez pas pourquoi non plus. Forcément, il y a une tension qui se crée, et on fait une dépression. Oui, Sacha Guitry a fait, selon la légende, 12 sixièmes. Son père a même dit, tu vas te marier en 6e. Donc on réussit pas mal à la fin. Eh ben, écoutez, si on arrive à faire preuve de patience et preuve de détachement, effectivement, on peut s'en sortir. Et pour expliquer votre cas, vous citez Michel Audiard dans ce livre, François Allu, en disant « Heureux sont les fêlés, car ils laisseront passer la lumière ». Tout à fait, et je trouve que c'est une citation qui est hyper belle. Et parfois, encore aujourd'hui, les gens me disent « Non mais toi, t'es un peu fou ». Je ne sais pas si je suis fou, mais en tout cas, j'ai des fêlures, donc on peut dire que je suis fêlé. Et je pense qu'effectivement, quand on est sur scène, il faut être suffisamment fou, et pour moi c'est pas de la folie, c'est plus de l'authenticité, pour se mettre à nu. C'est-à-dire qu'émotionnellement, quand on va jouer un personnage, quel qu'il soit, parler, danser, chanter, c'est hyper important qu'on arrive à ressentir la profondeur de l'âme de l'artiste. Et ça nécessite effectivement un peu de folie, parce que ça veut dire que derrière vous êtes à vif et qu'on peut vous piquer avec la moindre parole. Et enfin, le 22 avril 2022, François Allu, vous devenez danseur étoile. Mais ça vous fait presque rien tellement vous avez attendu. Ah, vous pouvez enlever presque. C'est-à-dire qu'en fait, pour raconter aussi l'anecdote de comment ça s'est passé, quelques semaines avant cette nomination, moi je vais voir ma directrice et je voulais plus continuer en fait au sein de l'opéra, parce que je voulais vraiment être un artiste libre, et je voulais continuer à collaborer avec l'opéra, mais d'une autre manière. Et quand je dis ça à ma directrice, évidemment, elle me regarde avec les yeux un peu écarquillés, parce qu'elle se dit, mais enfin, je vais lui proposer de danser un premier rôle, enfin, je vais lui donner son titre d'étoile, et maintenant, il ne le veut plus. Et c'est parce que j'ai, comme me l'a prodigué Madame A dans mon livre, pratiqué l'art du détachement.
Et alors attention à l'art du détachement, c'est ce que je dis aussi, parce que souvent on parle aussi beaucoup de lâcher prise. Quand on gravit une montagne, si on lâche prise, on finit écrasé en bas. En revanche, si on est en train de monter et qu'on lâche prise d'une main, qu'on prend un petit peu de recul et qu'on pose sa main ailleurs, on peut mieux grandir. Et moi, c'est ça qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte qu'à l'Opéra de Paris, l'institution, quelle qu'elle soit, c'est l'opéra, mais ça aurait pu être ailleurs. Moi, je suis pas fait pour être dans une institution. Moi, je suis fait pour collaborer. Je sais diriger, mais je ne peux pas être dirigé. Ça, c'est évident. Et j'ai mis plus de 7 ans, j'ai mis plus de 20 ans à le comprendre. Hein, c'est toute une vie. Et au moment où je le déclare, c'est là où on me décerne cette étoile. Alors sur scène, effectivement, moi, j'ai l'impression d'être moins bon qu'il y a 5 ans, ou même qu'il y a 7 ans, où j'avais fait la Bayadère aussi, et où j'avais vraiment bien performé. Là, je suis un peu plus vieux, je saute un petit peu moins haut. Et pourtant, on me donne cette étoile. Et cette étoile, je l'ai prise comme l'étoile du détachement. Je l'ai prise comme l'étoile d'une vie, en me disant, tu vois, voilà, t'es récompensé. T'es pas récompensé pour ton parcours, t'es récompensé plus pour ta réflexion et pour ce que tu vas raconter par la suite. Voilà. Alors ça, vous l'expliquez dans ce livre qu'on va continuer à évoquer tout à l'heure, oui, avec la date du 3 octobre 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec François Allu. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité François Allu. Nous avons parlé de votre parcours jusqu'au métier, jusqu'au grade de danseur étoile à l'opéra. Et tout ça est dans un livre, Le Prix de l'étoile, chez Robert Laffont, qui est sorti le 3 octobre 2024. Et ce livre, c'est le résultat d'une longue réflexion. Vous y avez longtemps pensé, François Allu. Tout à fait. En fait, ce livre, il est vraiment né pendant le confinement. Il est né d'une friction absolue parce qu'en fait, je venais de faire j'étais d'ailleurs en train de faire une dépression. Ça faisait 7 ans que j'étais donc premier danseur, le grade qui précède danseur étoile. Et je ne comprenais pas pourquoi je n'avançais plus. Il y a eu le confinement qui est arrivé. Et je me suis dit, là, je suis au fond du trou. Et j'en parle d'ailleurs dans le livre. Le fond d'un trou noir, les astrophysiciens appellent ça la singularité. Et je crois que c'est important de savoir toucher le fond pour faire émaner sa singularité, pour enfin retrouver sa place et ensuite performer. Et c'est pendant le confinement que j'ai commencé à faire des conférences en entreprise par visio. Il se trouve que je me suis senti assez à l'aise dans l'exercice. J'ai pu délivrer toutes les clés que j'avais apprises et qui m'ont aidé à me sortir de ce trou noir, et à commencer par le fait de prendre du temps pour soi, le fait de ralentir, le fait d'analyser et d'ouvrir son esprit et de regarder les différents signes qui nous prouvent qu'on n'est peut-être plus à notre place. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, moi, j'ai envie de créer, il y a des choses dont j'ai envie de parler. Il y a eu le moment où j'ai commencé, c'était ma première entreprise en solo, entre guillemets. J'ai écrit un petit film qui s'appelle L'échappée, parce que j'avais envie d'être... contrairement à ce qu'on pouvait nous dire au niveau du gouvernement, j'avais envie d'être essentiel. Et donc, je me suis dit, je vais faire rire mon voisinage, et puis je vais peut-être redonner de l'espoir, parce qu'on était bloqués, hein, vous vous rappelez. On n'avait aucune perspective de sortie, ça faisait un moment, et je me suis dit, plutôt que de se morfondre, et si on rêvait au jour de sortie, ça va être extraordinaire, on va tous pouvoir retrouver notre amour, nos passions. Et donc j'ai fait un premier film comme ça, et la toile artistique était tellement vide à ce moment-là que ça m'avait lu un article dans Le Monde, puis une série avec Arte, puis un autre film chez Kamel Ménour, et après j'ai commencé à avoir des demandes, et donc je me suis dit, c'est incroyable, j'avais envie de partager ça, voilà, notamment dans ce livre. Et si je devais résumer ce livre, effectivement c'est un livre pour les aficionados de danse qui sont en quête de secrets de vie personnelle et professionnelle, mais c'est avant tout un livre qui explique comment se sortir de problèmes de santé mentale, comment faire pour se réinventer, et comment faire pour retrouver l'envie finalement d'avancer vers ce dont quoi on a rêvé toute notre vie. Parce qu'en fait aujourd'hui il y a une statistique qui est un peu alarmante, c'est que 67% des Français en 2023 ne trouvaient plus de sens dans leur travail. Et moi c'était en 2022 que c'est arrivé, et aujourd'hui, en tout cas, moi, les clés m'ont aidé, et j'ai à cœur de les partager au maximum en entreprise. Oui, et alors que vous n'avez jamais écrit une dissertation à l'école, vous avez fait ce livre avec plusieurs versions. Tout à fait. Vous êtes très bien renseigné. Déjà, le livre devait s'appeler Cours Danse au début, parce c'est 240 pages, donc c'est pas très long. Il y a plein de petits chapitres, et danse parce que c'est D-E-N-S-E et D-A-N-S-E aussi. Il y avait une biographie, après il y a eu un livre de développement personnel, après il y avait un recueil de poèmes, et ensuite je me suis dit, ce qui est important, c'est d'avoir une structure stable, et Robert Laffont m'ont beaucoup épaulé là-dessus. Je remercie cet éditeur particulièrement. On a une structure qui est un peu comme votre interview, un début, un milieu, une fin, et viennent se greffer sur cette colonne vertébrale plein de petites côtes, si je dois filer la métaphore, qu'elles soient poétiques, ésotériques, métaphysiques,
astronomique aussi, et puis je trouve que ça parle et ça dépeint le portrait aussi de quelqu'un qui est hypersensible, quelqu'un qui va être différent, et ce livre c'est ça, c'est aussi une ode à la singularité. Oui, et il y a une particularité dans ce livre, François Allu, les titres des chapitres, ce sont des références à la danse. C'est ça, chaque chapitre en fait est un pas de danse, mais en fait il fait référence aussi à ce qu'on peut vivre couramment, et je prends un exemple, par exemple, il y a un pas dans danse qui s'appelle le dégager, qui est un pas qu'on fait énormément, et j'explique comment moi j'ai dû dégager quelqu'un de ma vie parce que j'étais très très malheureux. Et vous expliquez aussi la rigueur de votre travail quotidien. Oui, ça c'est essentiel. C'est essentiel. En fait, c'est ce que j'ai découvert avec du recul, et c'est pour ça que ça m'a pris quasiment 3 ans pour écrire ce livre. C'est qu'il y a un moment où j'étais plutôt dans la frustration, puis après j'ai compris quelque chose, c'est que c'était important de se détacher, effectivement, et de prendre un petit peu de hauteur sur ce qui s'était passé. Et ouais, j'en ai trouvé des clés. Rappelez-moi juste la question, pardon, parce que j'ai une petite. J'étais en train de m'éloigner. Non, c'est ça, justement, vous avez travaillé pendant 3 ans. Oui, la rigueur et le cadre. Ouais. Et il y a un moment, figurez-vous, où, parce que vous avez mentionné Danser avec les stars, il y a un moment où j'ai fait mon seul en scène. J'ai fait l'Olympia, on a fait 40 dates. J'avais gagné de l'argent, j'avais la popularité, j'avais tout, et donc j'avais la liberté, j'avais ce dont je rêvais, ce que je n'avais pas à l'opéra. Et bien, figurez-vous qu'à ce moment-là, j'ai pris plus de 10 kilos, j'ai été le plus malheureux, j'avais plus de perspective. Et c'est comme ça que je me suis dit, c'est hyper important. La véritable liberté, c'est choisir les barreaux de sa prison. C'est ça la liberté. Parce que sinon, on est prisonnier du chaos. Et quand je parle de la rigueur, je parle aussi de ce que vous évoquez dans ce livre, la partition mentale, François Allu. Tout à fait. Ça, c'est une clé que Josua Aufalt et Samuel Murez m'ont très bien inculqué, deux collègues que j'ai rencontrés à l'opéra. La partition mentale, qu'est-ce que c'est ? C'est pour éviter d'avoir des parasites qui viennent dans nos cerveaux. Typiquement, vous êtes en train de faire une présentation devant vos collaborateurs et puis vous êtes un peu stressé ou vous êtes perturbé parce que vous avez eu quelque chose qui vous a gêné dans votre journée, et vous allez avoir des petites voix qui viennent vous parler et qui viennent vous distraire, et donc vous perdez la concentration, vous perdez le fil. Et effectivement, je parle des clés pour garder cette partition mentale, c'est-à-dire en danse, en l'occurrence, ce qui se passait, c'est qu'à chaque pas, en fait, j'avais une pensée précise, et pour moi, elle se déroulait un peu comme une chanson avec des paroles. Et ben, je savais qu'à chaque instant, en plus du pas, je rajoutais quelque chose. Et je crois que c'est Fabien Olicard qui parle de ça aussi. Il parle de la partie, enfin, c'est pas la partition mentale, c'est évidemment, je le retrouve plus. Le palais mental, voilà, c'est ça. Et en fait, ça consiste, et c'est un peu paradoxal, pour mieux se rappeler et pour mieux performer, et ben il faut souvent rajouter des choses. Et on se dit, mais j'ai déjà du mal à apprendre, par exemple, une poésie quand on est jeune. Et ben pour se rappeler d'une poésie, c'est bien de rajouter une histoire sur la poésie, ou des couleurs, ou voilà. C'est comme ça qu'on permet d'avancer. Et la partition mentale, c'est le même principe. Voilà, il ne faut jamais se juger soi-même, c'est important. Ça, c'est très très difficile, parce que c'est Carl Jung qui dit ça. C'est difficile de penser, c'est pourquoi la plupart se font juges. Et puis il y a une chose que vous évoquez dans ce livre, François Allu, ce sont les blessures, parce que vous êtes blessé plusieurs fois, oui, même en dansant, et ça c'est une souffrance qu'on n'imagine pas quand on ne danse pas. Ben, c'est un petit peu comme un présentateur radio qui perdrait sa voix. On vous prive de ce qui est essentiel pour vous. En plus, ça impacte évidemment grandement votre quotidien, parce que vous êtes, vous ne pouvez plus rien faire, et puis vous n'existez, enfin, en tout cas moi à ce moment-là, je n'existais que par mon corps. Et je pense que c'est ce qui a façonné aussi mon futur, c'est que je me suis dit, moi je veux pouvoir continuer à exister, à avancer et à diffuser de l'énergie autre que par mon corps. Alors je vais utiliser mon corps, mais je pense que les mots sont très importants aussi. Oui, et puis l'avenir, justement, vous évoquez la peur de l'inconnu. Oui, il y a un moment où effectivement, quand on est arrivé au sommet quelque part, on se dit qu'est-ce que je vais faire ? Et moi j'ai eu tendance à dégringoler. On va pas se mentir, hein, quand je suis arrivé en haut, et comme je vous l'ai raconté, j'ai pris du poids, j'étais déprimé, je savais plus où je voulais aller. Et le conseil aujourd'hui que je me prodigue et que je voudrais partager, c'est de prendre le temps, une fois qu'on est arrivé en haut de la montagne, de scruter l'horizon, de choisir une nouvelle montagne, de prendre le temps de descendre, puis de regravir avec humilité une nouvelle montagne. Et je peux vous dire que ça c'est difficile, parce qu'aujourd'hui, par exemple quand je fais mes conférences, alors les conférences se passent très très bien, mais avant de faire comprendre aux personnes que en fait je suis pas juste danseur, mais qu'il y a aussi 8 ans de thérapie derrière, plus pas mal d'études, plus pas mal de lectures, c'est difficile, et il faut pas avoir l'ego qu'on a très développé nous les artistes. Il faut simplement dire ok, j'accepte et je vais prendre le temps de vous expliquer, plutôt que de dire non mais attendez, vous savez pas qui je suis. Et ça c'est en tout cas c'est un des premiers murs qu'on peut se prendre quand on sort d'une institution et qu'on a été
au sommet. Voilà, et vous l'expliquez dans ce livre, et vous évoquez aussi un homme exceptionnel, Alexandre Jodorowsky, qui a aujourd'hui 95 ans, qui à 17 ans est arrivé vers André Breton en disant « Je suis le plus grand metteur en scène et auteur du monde ». Je savais pas qu'il avait dit ça, mais effectivement, et d'ailleurs, je parle de Jodorowsky dans mon livre, et il y a aussi un poème sur l'ego, parce que là, on est en train de parler de ça, qui pourrait faire référence à ça. En fait, l'ego, c'est complètement décrit aujourd'hui. Il y a un livre de Ryan Holiday qui dit l'ego, enfin ego is your enemy, l'ego est ton ennemi. Je suis complètement contre ça. J'ai commencé le bouquin d'ailleurs et je l'ai assez vite refermé. En fait, l'ego, c'est une partie de nous. C'est comme dire, il faut se priver d'une part de soi. Il faut gérer son ego, mais l'ego, c'est ça qui nous fait avancer, c'est ça qui nous fait monter devant une scène, c'est ça qui fait que je suis devant vous aujourd'hui et que je peux m'exprimer et peut-être partager des clés qui vont m'aider. C'est Patrick Dupont qui va faire un documentaire, parce qu'il faut quand même avoir un gros ego pour dire on va documenter ma personne. Moi, je remercie les personnes qui ont un gros ego parce que moi, elles m'ont fait changer de vie en fait. Et vous voyez, Jodorowsky, ça en fait partie. Et c'est une personne qui inspire. Et donc, je crois qu'il faut surtout jamais tuer son ego. Il faut pas qu'il écrase les autres, mais il faut quand même garder cette flamme allumée parce que sinon, on fait pas grand-chose. Voilà, Jodorowsky qui a créé le groupe Panic avec Topor et Arabal et qui avait un projet Dune dont il a fait un documentaire. Extraordinaire. Et c'est justement ça qui vous a influencé. Complètement. Quand j'ai vu ce documentaire, ce documentaire, c'est l'histoire d'un film qui n'aura pas lieu. Et en fait, ça m'a fait beaucoup de peine. Et en même temps, je me suis complètement reconnu dans ce film et dans cette démarche, parce que je me suis dit, mais moi, j'avais plein d'ambitions aussi. J'avais toute une vision précise de ce que je voulais faire au sein de l'opéra. Et finalement, c'était constamment ou avorté, ou on me donnait pas le rôle, ou il y avait une frustration. Et en fait, j'ai vu après que Jodorowsky, il a très intelligemment transformé l'essai. Il a créé une BD avec Mobius qui est absolument fantastique, avec des dessins absolument dingues. C'est L'Incal. Et je me suis dit, tiens, en fait, avoir avoir un obstacle, c'est une opportunité pour faire quelque chose peut-être d'encore plus grand, d'encore plus singulier, d'encore plus unique. Et Madame A, j'en parle beaucoup de cette femme parce qu'elle a plus de 85 ans aujourd'hui. Elle m'a dit cette phrase que je trouve géniale, c'est « Quand la vie te botte les fesses, c'est pour que tu décolles encore plus haut ». Et d'ailleurs, vous avez appris le confinement avant tout le monde, avant qu'il soit promu. Oui, alors peut-être qu'il y avait des heureux élus comme moi qui ont eu cette chance, mais cette femme, en fait, au mois de novembre, alors qu'on entendait vaguement parler d'un coronavirus en Chine, mais bon, il n'y avait aucune chance que ça immobilise, que ça gèle le monde et qu'on arrive dans cette situation inédite. Et cette femme, alors qu'elle n'a aucun lien ni avec la politique, ni avec des personnes qui auraient beaucoup de pouvoir ou d'influence ou qui auraient des connaissances, elle me dit au mois de novembre... vous inquiétez pas, après que je me sois confié à elle sur mon état catastrophique. Elle m'a dit, vous inquiétez pas, le monde se divise en deux, et il y a ceux qui iront dans la lumière et d'autres dans l'ombre, et l'Opéra de Paris, de toute façon, va fermer. Moi, il se trouve que j'étais au conseil d'administration de l'Opéra de Paris, et je représentais donc les salariés, j'avais les chiffres sur le fonds de roulement, il était impossible que l'Opéra ferme. Et donc je me suis dit au début, bon, c'est une hurluberlue, c'est pas grave, passons. Et quand en mars on se retrouve confiné, j'ai tout de suite rappelé cette femme, on a eu une conversation hyper intéressante et elle m'a vraiment prodigué en fait tous ces enseignements et dont ils sont tous d'ailleurs dans le livre et elle m'a énormément aidé à retrouver la voie de la lumière. Ouais. Il se trouve donc ce livre, vous évoquez Complètement jeté, ce spectacle que vous avez rejoué à Paris au Trianon le 23-24 décembre. C'est le 22 et 23 décembre. 22 et 23 décembre, tout à fait. Et il se trouve que c'est né parce que vous avez parallèlement à l'opéra, intégré une compagnie 3e étage. Tout à fait, qui a été fondée par Samuel Murez, qui est aussi un des fondateurs de la partition mentale. Samuel Murez, il m'a accompagné effectivement je pense qu'on a travaillé ensemble pendant quasiment 10 ans. Au début, je travaillais pour lui en tant que danseur, et c'est le premier à m'avoir laissé beaucoup de liberté au sein des chorégraphies. C'est avec lui que j'ai fait mes premiers pas en tant que comédien, où j'ai commencé à parler sur scène. Et il se trouve que moi, j'ai adoré faire ça. Ça a rencontré aussi un public qui a adoré. Et on a co-créé ensemble ce spectacle qui s'appelle donc Complètement jeté, où en fait je parle de toutes ces voix qui y a à l'intérieur de nous, qui viennent nous traumatiser parfois ou au contraire nous aider. Et comment on fait taire finalement ce bruit intérieur, comment on arrive à s'aligner, comment on arrive à faire un exercice cathartique. Et donc là, le 22 et 23 décembre, je vais faire quelque chose d'un peu inédit, c'est que dans les retours du public, beaucoup m'ont dit « mais on a envie de te voir plus danser, on veut que tu danses plus ». Et donc là, on est en train de remanier le spectacle
pour qu'il y ait encore plus de danse. Donc beaucoup de travail avec en plus ce livre, Le Prix de l'Étoile, et ensuite... Et ensuite, écoutez, il y a les conférences d'entreprise. Ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Je pense on est arrivé à un point aujourd'hui où que ce soit la jeunesse ou même les personnes plus seniors, on a besoin de sens en fait. Et moi, j'ai à cœur au sein de ma conférence de redonner du sens, redonner de l'énergie. Comme je vous disais, réapprendre aux gens comment moi j'ai fait pour me réinventer. C'est pas de leur apprendre en fait, c'est de partager comment moi j'ai réussi à me réinventer, à faire à avancer malgré l'adversité. Je crois qu'aujourd'hui il y a des défis qui sont hyper importants avec l'intelligence artificielle notamment, et donc je suis en train de travailler, enfin j'ai cette conférence qui est prête et je suis en train de travailler sur une autre conférence qui sera sur la créativité, et pourquoi pas théoriser même la créativité. Voilà. Pour l'instant, votre créativité, c'est ce livre Le Prix de l'Étoile, chez Robert Laffont, qui est un livre que je recommande à tous celles et ceux qui vous connaissent et ceux qui ne vous connaissent pas, qui découvriront la danse. Merci. Et puis continuez à garder cette énergie parce qu'elle vous va très bien. C'est très gentil, merci beaucoup. Vous ne changez surtout pas, c'est promis. Promis, et puis merci pour cet accueil chaleureux. Promettez-moi aussi que vous accueillerez tout le monde aussi bien parce que j'étais ravi. Vous pouvez compter sur moi. Parfait, merci. Merci, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.